Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Thierry Hervé à mon micro pour briser ensemble les tabous sur la césarienne et surtout, je crois, tout en dire. Qu'il n'y a rien d'inconnu et que vous puissiez avoir une vue la plus complète possible de cet accouchement qui est à la fois pas comme les autres et un accouchement, comme dit le docteur Thierry Hervé, surnaturel. Le docteur Thierry Hervé est gynécologue obstétricien depuis 42 ans et au service de la cause féminine, c'est lui-même qui le dit. Il a été de nombreuses années, jusqu'à encore quelques semaines, le directeur de la maternité des Diaconesses et a justement mis en place un protocole au sein de sa maternité pour améliorer le suivi des patientes, notamment après une césarienne, on sait combien c'est nécessaire, afin de les accompagner au mieux en post-partum et donc post-opératoire. Vous savez combien c'est mon combat de bien rappeler à quel point le postpartum est un post-opératoire dans le cas de la césarienne. Vous connaissez très sûrement le docteur Thierry Hervé car il est chroniqueur régulier dans l'émission La Maison des Maternelles et dans des médias de santé comme Santé Magazine ou Magic Maman, en particulier sur le sujet de la césarienne. Et il nous expliquera justement pourquoi et comment il essaie et il aide les femmes à ne plus considérer cet accouchement comme un échec. On sait combien c'est souvent comme ça qu'on le vit. Il a aussi coécrit des ouvrages sur la gynécologie et l'obstétrique. J'ai essayé de vous résumer dans les ressources de l'épisode les thématiques principales de cet épisode qui sont très nombreuses. C'est un épisode vraiment très riche, très complet et je remercie encore le docteur Thierry Hervé car parfois ça va même au-delà de la thématique. On est vraiment avec le docteur Thierry Hervé à l'hôpital, au bloc, on comprend vraiment mieux et vraiment bien le process et je le remercie pour ça parce que même moi, ça m'a beaucoup aidé pour mon propre parcours de reparler en précision de toutes ces étapes. Merci mille fois au docteur Thierry Hervé pour sa confiance, pour la richesse de cet épisode, pour son franc-parler, tout ce qu'il fait pour la santé des femmes. Merci aussi au docteur d'avoir rejoint tous les professionnels de santé du board médical de Wounded Women sur qui je m'appuie et que je remercie d'être à bord de l'aventure avec moi. Et je le remercie aussi de m'avoir ouvert les portes la première fois pour que je lui présente notre lingerie innovante pour les femmes césarisées et en post-opératoire. Et qu'aujourd'hui, les femmes qui accouchent aux Diaconesses peuvent connaître grâce à nos brochures. Merci à lui, merci Dr Thierry Hervé et merci à tous les soignants qui, comme le Dr Thierry Hervé, avancent chaque jour pour nous permettre de mieux vivre ces étapes de nos vies parfois si difficiles. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Dr Hervé et bienvenue sur le podcast. Bonjour, Merci. merci de m'avoir invité. Non, merci à vous, merci beaucoup. Je sais que bon, c'est un peu la question classique et je pense que tout le monde vous connaît, mais est-ce que vous voulez bien vous représenter pour nos auditeurs et nos auditrices? Alors, je m'appelle Thierry Hervé, j'ai commencé à faire de l'obstétrique il y a maintenant 42 ans, puisque c'était début mars 1981. Et pour faire simple, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, j'ai fait ma première césarienne comme opérateur le 1er juillet 80. Donc, ça commence à remonter. Et puis récemment, donc j'ai exercé les fonctions de chef de service d'une maternité parisienne qui est la maternité des Diaconesses. Et j'ai laissé le flambeau à l'âge de 65 ans passé à un de mes collègues au 1er décembre. Voilà. Et je suis retraité actif puisque j'ai gagné un cumul emploi-retraite et je continue à consulter. Voilà, c'est simple. Je suis gynécologue obstétricien et au service de la cause féminine, c'est un petit peu un grand mot, mais depuis 42 ans. Bah oui, justement, et merci encore d'être là aujourd'hui parce qu'on a des questions à vous poser justement sur la césarienne, mais surtout sur le fait que voilà, on vous voit intervenir dans des médias, écrire, et Ouais, ouais. j'aurais justement voulu savoir pourquoi vous avez choisi parmi un peu tout ce que vous auriez pu dire sur l'obstétrique, pourquoi avoir choisi de parler surtout de la césarienne, même si vous parlez pas que de la césarienne, mais quand même beaucoup de la césarienne. Alors, parce que beaucoup de femmes vivent le fait de faire une césarienne comme un échec.
Euh, Si on regarde l'historique de la césarienne, alors il y a un faux historique, puisqu'il était une fois un- quelqu'un qui était châtreur de porc, qui s'appelait Jacob Nufer au XVIIIe siècle, et sa femme avait du mal à accoucher, et donc on voit passer une sage-femme, deux sages-femmes, trois sages-femmes, et puis à un moment, il prend la décision avec le chirurgien du coin de faire une césarienne, et la légende dit qu'elle a eu d'autres enfants ailleurs. Donc, on est au XVIIIe siècle. Après, les progrès de la césarienne, puisqu'il y avait quand même une mortalité maternelle et infantile, sont surtout dus à deux choses. La première, l'apparition des antibiotiques, et la deuxième, la qualité de l'anesthésie. Et puis la troisième, la qualité des chirurgiens. Ouais, quand Et même. tout ça, c'est globalement, il y a un gros progrès qui est comme pour beaucoup de choses au moment de la Deuxième Guerre mondiale avec les antibiotiques et la qualité de l'anesthésie. Et puis, on a un peu banalisé la césarienne. Vous avez des pays, aussi bizarres que ça puisse paraître, comme certains pays d'Afrique où vous avez 70% de césariennes, au Brésil aussi, aux États-Unis, ils sont à plus de 40%. Donc, est-ce que la césarienne fait partie du paysage? Oui. Le taux en France tourne aux alentours de 20-22%, avec une différence entre les types de maternité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une maternité qui gère des grossesses à haut risque, prenons l'exemple parisien, je suis désolé, mais d'une maternité comme Port-Royal, il est normal qu'ils aient un taux de césarienne plus élevé qu'une maternité comme la mienne qui est à bas risque, où on est aux alentours de 17%. Donc Mm. ça, c'est normal. Après, il y a plein de types de césariennes. Il y a la césarienne qui est programmée, qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'avec un échange avec la patiente ou le couple, il y a une balance bénéfice-risque. Imaginez, vous avez un bébé qui est en présentation du siège, qui est estimé à 4 kilos. La dame mesure 1,60 m. Je caricature exprès. Il n'est pas forcément raisonnable d'attendre l'accident obstétrical. À l'inverse, on a des césariennes en urgence, en cours de travail, soit en urgence vitale, c'est ce qui s'appelle un code rouge, où on a, bon, c'est un petit peu comme les pompiers, on va très vite jusqu'au bloc et on a un temps court pour sortir le bébé. Il y a les codes orange où le temps est un petit peu plus long, puis les codes verts où l'exemple typique, c'est vous êtes à 4 cm depuis 4-5 heures de temps, malgré, je veux dire, de l'ocytocine et autres, et puis on est contraint de faire une césarienne. Il faut savoir que la césarienne, c'est pas quelque chose dont on a envie, qu'on a envie de faire. Donc, du coup, pourquoi est-ce que j'ai pris ce sujet-là? Parce que d'abord, c'est un sujet intéressant. Il faut essayer de réduire le taux de césarienne, mais réduire, c'est l'amener à un taux raisonnable. Donc, Oui. comme je vous ai dit, c'est en fonction du type de grossesse, du type de maternité. La césarienne, c'est pas un jouet, c'est un acte chirurgical avec des complications chirurgicales qui sont possibles, hein. Il y a des complications anesthésiques, il y a des complications chirurgicales, il y a un bistouri qui peut de temps en temps blesser les organes de voisinage. Donc, il ne faut pas penser que même si c'est une intervention qui est réglée, c'est quelque chose d'anodin. Et puis, qui dit césarienne un jour disait il y a longtemps césarienne toujours. Donc, c'est un dogme qui est tombé dans les années 80, peut-être un petit peu avant. Encore une fois, avec les progrès de l'anesthésie, c'est la grosse révolution, c'est l'apparition de la péridurale ou de la rachianesthésie. En obstétrique, la péridurale, c'est vraiment une grosse révolution. Et donc, du coup, acceptons-nous la fois d'après une naissance par les voies naturelles ou refaisons-nous une césarienne? Encore une fois, on est dans une balance bénéfice-risque. Et encore une fois, l'information et l'échange avec les patientes est important. Et puis, qui dit césarienne dit dans le futur des choses réelles qu'on ne voyait pas quand j'étais bébé docteur dans les années 80. Mhm. Il y a des années qui sont les anomalies d'insertion placentaire. Lorsque vous avez une cicatrice à l'intérieur de l'utérus, de temps en temps, le placenta qui est un peu crapuleux a tendance à se coller dessus, voire se coller dedans, voire se coller au travers. Et donc, les placentas qui ont des anomalies d'insertion placentaire qui s'appellent placenta accreta ou pire que ça, percreta, c'est-à-dire qui passe au travers de la cicatrice, c'est quelque chose qui n'est pas devenu exceptionnel. Donc, c'est quelque Ah chose oui. qu'on craint. Là aussi, on y pense lorsque le placenta est en avant sur la cicatrice de césarienne. Les techniques d'imagerie ont changé. L'échographie est performante. On a inventé l'IRM qui n'existait pas quand j'étais interne. Quand j'étais interne dans les années 80, c'était les débuts du scanner. Donc tout ça, ça semble banal maintenant, mais l'IRM n'existait pas. Donc voilà, je pense que
parler de la césarienne est quelque chose d'important, la dédramatiser, expliquer aux femmes qui, du coup, se retrouvent contraintes à avoir une césarienne que ce n'est pas un échec. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Ce n'est pas un échec. C'est mon boulot, depuis une quarantaine d'années, c'est de faire en sorte que le conjoint ou le coparent, comme on dit maintenant, récupère sa conjointe et son gosse. C'est Mm. basique. Ouais, bien sûr. Mais justement, là, sur tout ce que vous venez de nous réexpliquer, est-ce que justement, vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe, parce que c'est quelque chose d'un peu obscur parfois pour les couples. Justement, quand on est dans des... Il y a deux questions en fait, hein. Le cas où justement, bon, on a le temps, on est sur plutôt une césarienne programmée, mais voilà, Ouais, est-ce qu'on va la faire ou pas parce que c'est le premier bébé ou parce que justement, il y a déjà un utérus cicatriciel. Est-ce que vous ouais. pouvez juste nous expliquer un peu comment ça se passe, ces réunions de staff, de briefing, et comment vous allez être amené à prendre cette décision et à en parler Ouais. du coup au couple parce que c'est quelque chose qui est souvent un peu obscur et pas toujours bien expliqué. Alors, en France, il y a deux types de médecine. Il y a la médecine libérale où l'obstétricien est entre guillemets seul maître à bord. C'est-à-dire qu'il va y avoir un colloque singulier entre sa pratique, la raison pour laquelle le couple a choisi de confier sa vie, son enfance, sa naissance, etc., à ce praticien. Et là, il se réunit tout seul. Donc, à un moment, il est avec le couple et il expose les raisons pour lesquelles il pense qu'il va falloir faire une césarienne. Ça, c'est assez simple. Deuxième façon de faire de l'obstétrique, l'obstétrique hospitalière, donc celle que j'ai côtoyée pendant ces 40 dernières années, où soit à l'évidence, il y a une indication de césarienne, la femme a eu déjà 3 césariennes, on ne va pas tenter de faire un accouchement par voie basse. On n'est pas là pour tenter de mettre la vie en jeu. Auquel cas, on va programmer la césarienne. J'ai fait ça hier après-midi pour programmer une césarienne dans un mois. Voilà, la femme a déjà eu 2 césariennes. Il n'est pas forcément raisonnable de faire un accouchement par voie basse. On peut le faire, okay, mais ça, c'est assez rare. Donc là, il n'y a pas besoin de réunir le staff. Et puis, de temps en temps, il y a des indications qui sont limitées. L'option qu'on a choisie dans mon service, c'est celle de la présentation du siège. La présentation du siège, c'est un enfant sur 25. Entre un enfant sur 25 et un enfant sur 30. C'est entre 3 et 4% des enfants vont se présenter en siège. C'est donc un accouchement, je veux dire, c'est une présentation normale. Si un obstétricien ne sait pas gérer un accouchement sur 25, c'est bien si éventuellement il se repose des questions. Mais il y a des précautions. Des précautions qu'on a essayé de mettre sur papier au collège de gynéco-obstétrique français. Et donc, on a fait à la suite. Alors, je suis un petit peu décousu dans ce que je suis en train de vous raconter, mais dans les années 2000, il y a une publication qui a été internationale, qui est une publication de Hannah, qui a fait que quasiment il fallait faire des césariennes à tout le monde en cas de présentation du siège. Donc, on s'est regardé en France et on a dit, mais nous, on n'a pas l'impression d'avoir autant de complications. Donc, on a donné un coup de rétro et on a dit, bah non, on n'a pas la même chose. Et puis après, on a monté une étude qui s'appelle Prémoda, qui a été publiée dans les revues internationales et qui a montré qu'avec un certain nombre de précautions, on pouvait tout à fait légitimement accepter un accouchement par les voies dites naturelles en présentation du siège. Et comme dans un service hospitalier, l'équipe de garde change régulièrement, il est intéressant, il est utile, lors des réunions de service qu'on a, nous, tous les matins, d'échanger sur tel ou tel dossier. Et donc, on a une checklist, et la checklist, elle ressemble assez à un décollage d'avion. Lorsque un avion va décoller, le pilote et le copilote vont réciter un certain nombre de choses. Et nous, pilote et copilote, ça s'appelle obstétricien, sage-femme, anesthésiste, équipe de garde. On va dérouler le suivi de la grossesse. Est-ce que c'est une présentation du siège, d'accord. Complet, c'est-à-dire que les pieds sont en dessous. Décomplété, ce sont les fesses qui vont se présenter. Ensuite, est-ce qu'elle a déjà accouché? Oui, non. Quelle est l'évaluation du gabarit du bébé? Est-ce qu'on a tenté une version? Alors, si on est en train de présenter le dossier, à l'évidence, soit la version a été refusée, soit la version a échoué. On va avoir une évaluation du bassin avec un scanner ou une IRM de temps en temps, une évaluation du gabarit du bébé. On va recevoir le couple en leur donnant les éléments qu'on a.
en les faisant participer à la décision. Alors bien évidemment, on va souvent un peu infléchir la décision dans un sens ou dans un autre. Et le dossier, à la suite de l'entretien avec le couple, est présenté à la réunion de service en disant, voilà, Madame X a un enfant en présentation du siège, la balance bénéfice-risque est en faveur d'un accouchement par les voies naturelles ou en faveur d'une césarienne. Le dossier est débattu. Si tout le monde est d'accord, ça ne pose pas de souci. Si à ce moment-là, il y a discussion, elle est argumentée dans le dossier et on revient vers le couple en leur donnant la décision. Ouais. On a un peu la même chose lorsque vous avez un antécédent de césarienne. Antécédent de césarienne, tout dépend des circonstances de la césarienne précédente. Est-ce que c'était une césarienne à froid parce que c'était entre guillemets juste un siège, alors que le bassin était probablement normal? Cette fois-ci, l'enfant se présente la tête en bas. Il n'y a pas de raison de faire une césarienne de nouveau. Mais il y a des précautions à prendre. On ne peut pas déclencher n'importe comment. On n'a pas le droit d'utiliser les prostaglandines. Oui. On ne va pas se promener très longtemps dans le dépassement de terme. Donc, il y a des précautions et on va échanger avec le couple. Là, les circonstances de la césarienne précédente, imaginez un terme dépassé, 48 heures de tentative de déclenchement, échec, césarienne avec un col juste perméable à un doigt au bout de 36 à 48 heures. Le couple vous dit, je n'ai pas envie de revivre cette situation, on va rediscuter avec eux, mais si in fine, la question termine en disant, il est hors de question que vous me fassiez repasser par ce que j'ai vécu, bon, on dira, bon, écoutez, vous voulez une césarienne et on va tracer dans le dossier la balance bénéfice-risque et le désir des parents. Oui, parce que là, effectivement, là, j'ai reçu un témoignage comme ça où en fait la femme, évidemment, au départ, voulait pas accoucher par césarienne, voilà. Oui, ouais, normal. Avec plusieurs jours de travail qui avance pas, une Ouais. fatigue extrême, et puis le fait qu'elle pouvait pas manger parce qu'il y avait toujours le risque d'aller en césarienne. Elle était dans un Alors, ouais, le pas manger, il faut être raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui faire avaler un couscous ou un cassoulet ou un gâteau au chocolat qu'elle va vomir sur l'anesthésiste. Mais on ne va pas laisser les gens à jeun. On Non, non, a. mais disons que ça fatigue. Disons que ça fatigue parce qu'elle avait quand Oui, même des c'est pas. contractions, Bien etc. sûr, bien sûr. Non, mais pour aller dans votre sens, en fait, c'est elle a fini par dire, mais je préfère faire la césarienne programmée maintenant pour, en gros, dans une heure ou deux, quoi. Oui, bien sûr. Et en fait, pour X raisons, avec changement de staff, ça s'est pas fait. Et au final, elle est partie en césarienne d'urgence plusieurs heures après, Ouais, ouais, alors qu'elle aurait pu, comme vous dites, finalement aller en césarienne bien sûr, programmée, même là, après plusieurs heures de bien travail. Donc, sûr. c'est le projet. Ça arrive, mais l'important dans ce type de situation qu'on a tous vécu, le système de garde hospitalier fait qu'il y a un médecin qui est de garde de 8 heures à 18 heures et un autre qui prend 18 heures 8 heures. Et de temps en temps, le médecin qui va arriver à 18 heures, je l'ai fait comme tout le monde, va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Il n'est pas question de continuer. Donc on fait une césarienne ou à l'inverse, non, non, attends, on ne va pas la césariser. Regarde, je pense que dans 2 heures, elle accouche. Mm. Mais tout ça doit être fait en accord avec la patiente qui accouche, avec une information en lui disant, écoutez, le docteur X qui était juste avant moi a failli vous césariser, regardez pourquoi, le monitoring n'était pas top, là il s'est amélioré, votre col finalement ça se dilate, la tête descend un peu mieux, le mot césarienne est en suspens, Mm. et donc on avance, on refait le point dans une heure, mais on est un petit peu comme les avions sur un porte-avions pas à décoller. C'est-à-dire que le bloc est prêt, la patiente est rasée, sondée, enfin, le truc habituel. On ne part pas boire un café, on ne va pas commander des pizzas en face, et attendre que ça se passe. On Non, non. est, je ne sais pas, les Américains, ils appellent ça DEFCON, je ne sais pas quoi, 1, 2, 3, 4, quand vous Ouais. regardez les films, on est en DEFCON 5, quoi. On est prêt à partir. Après, encore une fois, l'échange avec le couple est primordial. On doit informer les gens de tout ce qu'on fait. Je veux dire, c'est quand même une atteinte à l'intégrité corporelle. Je veux dire, quand il y a un bistouri qui passe la peau, c'est un peu même beaucoup de la chirurgie et l'intégrité corporelle n'est pas identique. Donc, balance bénéfice-risque à chaque fois et parlons aux gens. Et la chose qui est importante après, c'est le débrief à chaud. Une fois qu'on a fait la césarienne, tout va bien, on a le temps de se poser, on est en salle de réveil. Alors la salle de réveil, ça s'appelle la salle de surveillance post-interventionnelle, mais on dit tous au réveil parce qu'avant les gens dormaient. Euh, et on redébriefe. Voilà pourquoi je vous ai fait une césarienne, voilà ce qui s'est passé.
On informe les gens pendant la césarienne. Tout le monde est content quand le petit arrive. De temps en temps, il faut un petit peu relancer la machine parce que le monitoring n'était pas top et le gamin a besoin d'un coup de pouce pour redémarrer. Mais bon, c'est notre boulot. Donc, il y a un premier débrief à chaud au réveil. Il y a un deuxième débrief à presque chaud le lendemain. L'être humain a besoin d'une nuit de temps en temps pour reconstruire ses neurones. Donc, le lendemain, voilà pourquoi on a fait une césarienne. Alors, dans les hôpitaux, ce n'est pas toujours facile de ravoir la personne qui a fait la césarienne parce que si la césarienne a lieu La à nuit. 2 heures du mat, Ouais. à 8 heures, le collègue est quand même parti se coucher, surtout s'il a ramé toute la nuit, il est raisonnable qu'il aille se reposer. Enfin, je parle de la génération actuelle, je ne parle pas de la mienne, où nous, on n'avait pas de repos les lendemains de garde. Donc, on allait rediscuter avec les gens, on était un peu on était vaseux, mais bon, on le faisait. Ensuite, il y a un débrief au moment de la sortie de la maternité, c'est-à-dire qu'on va reprendre encore une troisième fois avec le couple. Donc, on est à J3, J4 ou C3, C4. Et on va reprendre. Est-ce que vous avez bien compris? Ça fait 2 jours que vous êtes là. Votre gosse va bien. Comment a démarré l'allaitement? Voilà la cicatrice, blablabla, etc. Et puis, le dernier point qui est important, c'est la visite postnatale qui doit se faire à la maternité d'origine. On propose, hein, si les gens disent ouais, je ne veux plus jamais les revoir, ils m'ont fait une césarienne, c'est que des abrutis. Mm. Bon, mais on lui donne un rendez-vous. Chez nous, elle part avec un rendez-vous, idéalement avec l'obstétricien qui a fait la césarienne. Mais si l'obstétricien qui a fait la césarienne est, entre guillemets, un intérimaire, on en a plus trop maintenant dans notre service, mais à un moment, on avait 30% d'intérimaires, de mercenaires, vous appelez ce que vous voulez, de super collègues, mais qui prenaient des gardes à droite à gauche, mais qui n'avaient pas de consultation à part entière. Et donc, du coup, on essaye, et puis à ce moment-là, on reprend le dossier avec le couple, et on tourne les pages tranquillement en disant, voilà, il était 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, voilà. Et ça, c'est Rendez-vous-là, c'est à quelle échéance celui-là? Parce que c'est un mois et demi après. D'accord, donc Après, c'est la visite. c'est avant le rendez-vous des 6 semaines gynéco, c'est Non, vraiment. non, mais c'est ce rendez-vous-là. Mais ce rendez-vous-là, il ne doit pas avoir lieu en ville avec la sage-femme qui a suivi la grossesse. Il peut avoir lieu. Ouais, Il d'accord. doit pas avoir lieu, il doit avoir lieu idéalement dans la maternité où a lieu la Oui. césarienne et dans un idéal total avec le chirurgien qui a fait la césarienne, qui du coup va dire, ah bah ouais, il était 2 heures du mat, mais 2 heures du mat, vous vous rendez compte, mais d'habitude je dors. Et en plus, dans les structures comme la mienne, on n'est pas plus payé à faire des césariennes. Et quand j'ai lu dans certains articles, mais dont la stupidité enfin, j'ai pas de mots, dire que ah bah ouais, c'est normal, ils font des césariennes, ça rapporte plus. Non, c'est facturer plus. Quand vous arrivez dans un bloc opératoire, il y a de l'heure de bloc, il y a de l'oxygène, il y a des machins, il y a de l'heure d'anesthésiste, on met des produits. On utilise une boîte pour faire une césarienne. Le bistouri, bah, il est à usage unique, donc il y a plein de choses. Donc il y a des consommables. Donc il est normal de facturer, de même qu'on facture un accouchement, à la sécurité sociale. Donc, on facture, c'est pas parce que la facture est plus importante qu'on fait ça pour gagner du blé. Si, je veux dire, je le saurais, j'aurais une feuille de paye colossale en 40 ans. Mais non, dans des structures publiques, je ne parle pas du privé, ce n'est pas le problème lors de ce podcast, mais dans le public à but non lucratif dont je fais partie, ou dans le public total, l'obstétricien de garde ne va pas être plus payé parce qu'il a fait une césarienne. Ok, et je suis un être humain normal. Si je peux passer une garde à dormir, c'est mieux. Je vais être payé pareil qu'à bosser à 2 du mat. Mais si on fait des gardes et si on prend des gardes plus tôt, le côté urgence vitale et le côté j'arrive à 18 heures prendre ma garde ou c'est déjà moi qui étais l'obstétricien de la journée, je prolonge sur la nuit, on ne sait jamais ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui nous motive tous. Les gens ont du mal à comprendre. C'est pour ça quand on se met en grève, bon, on n'est pas vraiment en grève parce qu'on est motivé par le fait d'aider les femmes à mettre au monde leur enfant. Et j'ai aimé ce que vous avez dit, vous avez dit, j'ai accouché par césarienne, mais quand j'entends d'autres mots, mais j'ai pas accouché, mais si, accouché, ça veut dire que vous avez mis au monde votre enfant, bah, il est passé par les voies naturelles, okay, ou les voies surnaturelles, puisque la voie surnaturelle, elle est au-dessus des voies naturelles. Okay, elle est de moi, je n'ai pas déposé cette phrase-là, mais ça me paraît depuis plein d'années.
Oui, non, non, mais merci pour toutes ces explications. Et d'ailleurs, j'avais une question là-dessus sur. Alors, déjà, je vous remercie pour ces 3 moments de débrief qui sont, Ben, je c'est pense, indispensable. essentiels. Bah oui. Le problème, et vous n'êtes pas sans le savoir, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'accoucher au diaconesse et donc d'avoir ces 3 rendez-vous. Non, mais les autres le font, les autres le font. Non, Il n'y a non, pas, non, il y mais a pas, il y a pas que nous. typiquement, si je prends mon cas, mais je suis loin d'être une exception, je n'ai eu aucun de ces 3 débriefs. Et donc, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous recommandez aux femmes? Parce que mon autre question, elle est sur le manque de personnel. Et Ouais. donc, c'est aussi lié. Qu'est-ce que vous recommandez aux femmes, justement, qui n'ont pas eu ce débrief à chaud? Alors, des fois, pour X raisons, bah, elles sont endormies, enfin, il y a Ouais, eu un ouais, ouais. etc. Mais qui n'ont pas de débrief en chambre et qui n'ont pas de débrief vraiment comme ça, technique, à la sortie, et encore moins à qui on dit, écoutez, Eh ben, votre rendez-vous des 6 semaines, faut revenir le faire ici. ouais. Oui. Qu'est-ce que vous leur recommandez de faire? Bon, je connais un peu la Ben, réponse, mais voilà. ben, Qu'est-ce que vous leur recommandez? ben, je recommande surtout aux maternités de donner ce rendez-vous post-opératoire. Je recommande aux femmes de demander un rendez-vous post-opératoire. Prenez un autre exemple. Vous êtes opéré d'une vésicule. OK, très bien. Vous avez accouché de votre vésicule, euh, mais le chirurgien vous donne un rendez-vous post-opératoire un mois plus tard. Ah, mec, je suis d'accord, mais je suis Mais c'est, complètement d'accord. c'est- la césarienne, c'est de la chirurgie, c'est pas un jouet. Et nous, l'autre rendez-vous qu'on donne, c'est toutes les voix basses instrumentales à partir du moment où l'accouchement n'a pas été physiologique. Oui, tout à Donc, fait. il est normal, et encore une fois, avec un accouchement non physiologique, forceps, ventouse, tout ce que vous voulez, de débriefer juste après. Un accouchement avec une hémorragie de la délivrance Mm. doit être débriefé après, doit être débriefé un mois et demi après. Sinon, on est l'autre façon de faire, c'est de prendre un rendez-vous avec un obstétricien. Je vois pas mal de femmes pour discuter de leur accouchement d'ailleurs, mais à moi d'être parfaitement déontologique. Ok, Ah oui. c'est là. Imaginez, la dame a eu sa césarienne ailleurs, elle n'a pas compris. Mais c'est la copine de machin qui a accouché chez moi qui dit bah, de toute façon, on va discuter avec le vieux, tu vas voir, il va te raconter. Donc, venez avec votre dossier. Et ce que je trouve toujours très drôle dans ce type d'exercice, c'est que les gens nous disent mais on a l'impression que vous étiez là. C'est pas que j'ai l'impression, mais au bout d'un certain nombre d'années, Ah oui, bien sûr. racontez-moi ce qui s'est passé et le fil de ce qui s'est passé est logique. Et Mm. donc, ça permet de, quand l'encodage post-accouchement n'a pas été optimal, de faire un désencodage et de réencoder. Ouais, Et tout de à fait. réencoder de manière à ce que le couple ne tourne pas en rond. On a souvent des demandes comme ça qui arrivent, y compris chez moi, 4 mois plus tard, parce que 4 mois plus tard, dans la physiologie, il y a la reprise du travail, il y a le machin, il y a plein de choses, et tout d'un coup, vous dites, mais en fait, j'ai pas tout compris. Et ben, revenez encore une fois. Mm. Oui, Donc, donc concrètement, voilà. c'est demander le rendez-vous, demander son Mais dossier. oui, oui. Alors, le dossier, la loi du 4 mars 2002 fait que, mais normalement, quand vous avez une césarienne, vous sortez de la maternité avec votre, je sais, je vous vois sourire. Normalement, vous êtes censé avoir votre compte-rendu opératoire dans la maternité que j'ai dirigée pendant toutes ces années. Elles sortent avec la copie de leur accouchement, c'est-à-dire on a une espèce de triptyque où il y a tout le diagramme avec la dilatation, etc. Il y a le personnel présent. Alors au début, c'était un A4 qu'on réduisait en A3. Maintenant, on s'est fait un double A3, non, un double A4, enfin un truc 4 feuillets, et elle s'est remplie en temps réel, c'est photocopié par les secrétaires, et dans la pochette de sortie, lorsqu'il y a une césarienne, vous avez le compte-rendu opératoire, vous avez le compte-rendu d'accouchement, et les patientes reçoivent dans les 8 jours l'équivalent d'un compte-rendu d'hospitalisation dans lequel on remet le compte-rendu opératoire des fois qu'elle l'aurait perdu, et on adresse tout ça au médecin traitant, qu'il soit gynécologue, la sage-femme traitante, etc. Mais Mm. ça, c'est la base. La loi du 4 mars 2002, qu'on va fêter, voilà, on est quoi aujourd'hui? On est le 3 mars ou 2, je ne sais pas. On est le 2. Et donc, c'est dans 48 heures, on va fêter ça. C'est que l'accès du dossier. Alors, après, il y a une loi dans l'accès du dossier, vous devez faire une demande avec votre carte d'identité, etc. Vous ne sortez pas de la maternité avec une photocopie intégrale de votre dossier. Si le dossier fait 50 pages, Ouais, bien sûr. même si le papier s'est fait avec des chiffons et puis des arbres, on n'est pas obligé de gâcher.
Ouais. Ouais, Et mais il faut justement, solliciter. par rapport à tout ce process qui, évidemment, est formidable dans l'idéal, Ouais, ouais, comment vous faites, vous, justement, alors j'ai deux, trois questions après un peu plus techniques sur la césarienne, ouais. mais je vais revenir après, pour rester sur ce sujet-là. Comment vous faites pour faire face au manque de personnel et de moyens qui malheureusement entraînent des cas de violence obstétricale, parfois des cas de violence psychologique parce que justement, bah, les Ouais, femmes sont un peu malmenées par l'urgence, etc. Et que c'est quand même impressionnant un bloc quand on n'a jamais été opéré, surtout bien quand sûr, on bien a sûr. et je voulais bien aussi qu'on parle, et c'est lié, parfois au cas des analgésies qui ne fonctionnent pas, des Ouais, fameuses ouais. césariennes qu'on appelle césariennes à vif. Voilà. Comment Ouais, vous ouais, gérez-vous tous ces sujets-là qui Alors, sont difficiles? donc, on va faire les choses dans le désordre. La césarienne à vif, normalement, un bon césarisateur, donc un obstétricien, avant d'inciser, valide en pinçant. On a une petite pince et on pince à l'endroit, hein. Si la dame dit aïe, on n'y va pas. Si on est dans l'urgence vitale, Oui. on dit un énorme gros mot. Et puis l'anesthésiste dit bon bah je l'endors. Bah oui, tu l'endors. Voilà. C'est aussi basique que ça, madame. Madame, on vous endort. Et voilà, ça prend 2 minutes, hein, pour endormir quelqu'un. Mais quand on a une urgence vitale avec les battements cardiaques du petit qui sont plutôt dans la zone basse que dans la zone haute, avec un liquide teinté, et j'en passe, et des meilleurs, eh ben, on endort la patiente. Ça prend 2 petites secondes. Et on a tous dans l'oreille, enfin, côté chirurgien, le bruit du laryngoscope, c'est-à-dire le truc pour passer la canule d'intubation. Et quand on entend clac, ça veut dire que le laryngoscope est fermé. On entend un petit pchit, ça veut dire que le ballonnet est gonflé. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut inciser parce que la dame est curarisée Et endormi. et privant. Et là, on a un temps. Il faut pas, alors ça va faire aussi hurler des gens, il ne faut pas se dépêcher trop vite parce qu'il y a une première circulation des produits anesthésiques, c'est le petit. Donc, si vous le sortez en 20 secondes, il va être complètement endormi. Si vous le sortez en 1 minute 30, il va déjà avoir cuvé sa dose. Donc voilà, on ne doit pas inciser, ça se fait pas. Voilà. Et ça Et, emmerde l'anesthésiste, on est bien d'accord, parce qu'il ne comprend pas, parce que sa péridurale fonctionnait bien, il ne comprend pas, on ne comprend pas, mais on enlève son et, bistouri et on patiente. et Voilà. justement sur ce sujet-là, enfin pour aller tout petit peu plus loin, j'avais lu justement plusieurs articles d'obstétriciens, justement d'anesthésistes qui avaient écrit là-dessus et les Oui, recommandations du CARO, justement le club d'anesthésistes réanimateurs oui, le carreau, oui, oui. qui a fait 24 recommandations, ils disent que dans la littérature, il y a entre 0 et quelques et jusqu'à 17% d'analgésie qui ne fonctionne pas, donc de Oui, péridurale oui, qui ne fonctionne pas. Ils ne savent oui, pas l'expliquer en fait. Euh, exactement. mais vous, comment vous pouvez, enfin, comment on explique aujourd'hui que quand on demande voilà, des témoignages, en fait, il y ait autant de césariennes à vif qui ne soient pas des codes rouges extrêmes? Est-ce que Bah, c'est un manque de personnel? Est-ce que non, c'est... non, 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 c'est pas. Non, non. Alors, non, non, parce que le personnel, il est au bloc. C'est surtout pas un manque de personnel. C'est à un moment, la personne qui a le bistouri sur la peau, mais 2 secondes, on n'est pas aux pièces, tu n'es pas obligé de retourner dans ta maison de campagne. Si tu es venu, tu n'es pas obligé de retourner dans ton lit. Enfin, je sais pas. On est. Le code rouge, on endort les gens. C'est un code vert, il y a une stagnation. Ben, on se dit, bon, ben, c'est pas top. Ok, très bien, madame, on vous endort. Ou si c'est vraiment un code vert, on peut, dans ces cas-là, soit reposer la péridurale, soit faire une rachianesthésie. Enfin, je veux Hmm, dire, tout dépend de la vitesse à laquelle on a besoin de faire sortir le petit. hmm. Mais encore une fois, l'anesthésie générale, je vais encore faire mon vieux con, mais la péridurale, ça s'est démocratisé. Non, c'est pas le mot. Enfin, les années 80. Euh, Quand j'ai commencé à faire de l'obstétrique, on faisait les forceps sous anesthésie générale parce qu'il n'y avait pas de péri, parce que, etc. Mais on est dans les années 80. Voilà, la péridurale existe. Et puis, oui, il y a des péridurales pour lesquelles ça ne fonctionne moins bien sans qu'on sache expliquer. Alors, est-ce que le cathéter a bougé au moment du passage de la salle de naissance conventionnelle au bloc? Ça arrive. C'est pour ça que la réinjection est faite soit par la sage-femme, soit par l'infirmier anesthésiste, soit par l'anesthésiste lui-même, avant de bouger la dame et de la mettre sur le brancard. Quand c'est sur un code rouge et qu'il y a besoin de réinjecter, généralement, on entend, tu réinjectes, tu mets de la xylo, tu mets tant de xylocaïne tout de suite, mais avant de bouger la dame, parce que si le cathéter est limite posée, enfin, limite posée, bouge un petit peu, ça ne va pas être efficace.
OK, bah voilà, donc ces cas-là, avant de bouger la dame, on réinjecte. Ça, c'est une précaution obstétricale de base. Et puis, encore une fois, l'anesthésie générale existe, même si c'est la pire des anesthésies pour un anesthésiste, parce que c'est un estomac plein, parce que l'estomac des femmes enceintes, c'est jamais vide, qu'on va intuber, qu'il ne faut pas que le liquide gastrique passe dans les bronches, sinon c'est pas top du tout. Et puis qu'on a deux personnes qu'on endort, la maman et le bébé, et que bon, la maman c'est facile à réveiller, mais le gosse il dort et ça va, c'est pas simple. Donc Mm. voilà, c'est une anesthésie qui est très très difficile. Et bravo les anesthésistes parce que l'anesthésie obstétricale, c'est pas la plus simple. On a l'impression que c'est d'une banalité à mourir de poser une péridurale, mais nom de Dieu, c'est pas banal. C'est Ouais, bien sûr. pas, ouais, c'est important. Mm. Après, qu'est-ce que vous m'avez dit? Donc voilà pour la césarienne. Le manque de personnel et le fait que, justement, Alors, en chef de service, le fait que malheureusement, euh, alors avec le manque de personnel, pas que, hein, mais bien sûr, il y a entre guillemets des non, coups partout, mais il y a quand même une montée des violences obstétricales, en tout cas du ouais. traitement des femmes au moment de leur accouchement. Et Alors, souvent, ouais. ce qui revient, c'est j'ai vu personne, ils sont pas revenus, ils me disent qu'ils sont pas assez. Et du coup, voilà, les choses sont pas bien faites, en tout cas pas aussi bien faites que tout ce que vous avez expliqué Ouais, jusqu'ici. oui. Alors Ouais. après, euh, manque de personnel, oui, on a connu ça l'été dernier. Mais mettez le personnel là où il faut, c'est-à-dire qu'on a fermé les consultations de sage-femme. Mm. Ok. Parce que par contre, j'ai fait en sorte, nous avons fait en sorte, parce que c'est un travail d'équipe avec les cadres, que le nombre de sages-femmes en salle de naissance soit respecté. Mm. Une maternité voisine, qui est celle de la ville où j'habite, a réduit son nombre de sages-femmes en salle de naissance. Donc, du coup, les maternités autour, on a fait, et tout s'est bien passé, j'allais dire la piste de dégagement où on se transfère les uns les autres. Donc, à un moment, quand tout d'un coup la maternité ou la salle de naissance est pleine comme un œuf, il ne faut pas hésiter à appeler les maternités voisines. J'assure à l'heure actuelle la présidence du réseau périnatal parisien. Oui. Okay, donc, il est indispensable que toutes les maternités de Paris intramuros se parlent. Ce n'est pas si facile que ça de faire parler les structures privées, l'assistance publique et les structures à but non lucratif comme nous. C'est un vœu pieux, c'est pas simple. Mais voilà, après, le mot violence obstétricale est un mot que j'aime pas du tout parce qu'on on cherche pas du tout à être violent. À côté de ça, la violence, c'est du ressenti de l'autre côté. Donc, et puis, voilà, le site, le vlog sur les violences obstétricales, pour avoir discuté avec la personne qui le gère, sa césarienne n'a pas eu lieu chez nous, mais nom de Dieu, ça peut se débriefer. Et c'est exactement ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Quand il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mais allez voir un professionnel de l'obstétrique, pas un petit jeune, mais un vieux, qui va discuter, mais surtout qui va discuter déontologiquement, même si de temps en temps on se dit waouh, quand même, là, ils ont abusé. Donc, le Non, manque. mais dans violence, je parlais pas de la césarienne ou de l'acte Ouais, non, non, chirurgical. C'est le oui, mais traitement, des fois, les mots qui bien. sont employés, la Ouais, façon dont c'est fait, ben, quoi. ah oui, mais là, à nous encore une fois, d'apprendre à parler aux gens. Oui, Je voilà. suis un petit peu désolé. À nous d'avoir une asepsie verbale devant les patientes, à nous de ne pas nous engueuler devant les patientes, parce que les patientes le voient bien. Hmm. Quand on n'est pas d'accord, on ne fait pas, mais nom de Dieu, pourquoi tu ne m'as pas appelé il y a une demi-heure? On Bien sûr. fait le geste. Après, une fois que tout est réglé, on va prendre un café, et puis là, entre quatre yeux, on ferme la porte et on règle les comptes. Ouais, Je veux ouais, dire, bien sûr. c'est un truc assez simple, asepsie verbale, et Dieu sait si je suis quelqu'un qui n'est pas du tout aseptique, mais je parle comme une radio allumée. C'est-à-dire que tout le monde sait que tant que je blablate en salle de travail ou au bloc, c'est que tout se passe bien. Si tout d'un coup je parle plus, c'est qu'il y a un truc qui est un peu chaud. Mais du coup, comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'anesthésie verbale. On m'a traité de logo-anesthésiste ou d'hypno machin, etc. Parce que je saoule les gens. Mais ça, c'est une technique comme une autre. Et puis voilà, donc il faut faire attention. Mais la génération actuelle a beaucoup changé. Je vois les externes qu'on a dans le service, même depuis un petit bout de temps, se présentent. Bonjour, je m'appelle machin, je suis étudiant hospitalier. Eh ben nous, c'est pareil. Bonjour. Quand les gens voient arriver le docteur avec la tronche en biais, les lunettes de traviole et la trace de l'oreiller à 2 heures du mat pour faire un forceps, il a le droit de commencer par dire bonjour madame, comment allez-vous, de dire à la sage-femme, bon alors, il y a besoin d'un petit coup de pouce, de parler avec les gens tout en préparant savant tous son machin, en disant voilà, votre bébé coince un peu dans la descente, ou là, il va falloir partir au bloc, vous comprenez, etc. On Hmm. peut parler aux gens. Et ça, c'est pas une question de compression de personnel. J'achète pas
le côté il n'y a pas assez de monde. Ça justifie pas. Quand les gens disent on n'est pas venu me voir, souvent, quand on débriefe les dossiers, la dame vous dit ah bah ouais, non, non, mais j'avais oublié parce que là, c'est tracé dans le genre. La dame, elle a été examinée à minuit, la dame a été examinée à 2 heures, la dame a été examinée. On n'est pas obligé d'aller les voir toutes les 3 minutes. Avant, on était obligé d'aller voir les gens souvent pour déplier le monitoring. Maintenant, on a tous une centrale de monito Oui. qui permet, quand on arrive dans la salle de naissance, de ne pas dire en dépliant le monito pourvu que j'ai rien raté. Mm. On a des alertes, ça se met à faire bip bip tout d'un coup dans la salle de surveillance. Ça ressemble à, là encore une fois, une tour de contrôle. On a des équipes où les gens doivent se parler. Les sages-femmes savent exactement où en sont les patients en salle de travail. Dans, 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 dans ma maternité, enfin pas ma maternité, dans la maternité dans laquelle je travaille, parce qu'elle n'est pas à moi, il y a un grand panneau blanc que vous ne voyez pas quand vous êtes dans le couloir parce que la confidentialité est importante, mais où il y a les 3 premières lettres des patientes, le nom des salles de naissance qui portent des noms d'îles chez moi, et puis il y a l'état d'avancement des locaux. Bien Donc il sûr. y a marqué l'état 3, les sous-péris, les pas sous-péris, il y a machin, il y a un papier à côté où, enfin, un papier, il y a c'est pas un papier, c'est un Velleda où il y a les noms de l'équipe de garde, il y a les numéros de téléphone qui sont recopiés à chaque fois. Si tout d'un coup il y a une panne téléphonique, les 06 sont posés. Enfin, quand quand vous prenez une garde quelque part, la première des choses, c'est de se présenter. La première, enfin, c'est facile. Mais encore une fois, la génération a changé. L'espèce de mandarinat que j'ai connu d'un certain nombre de chefs de service, c'est fini ça. Alors Mm. il en reste encore un peu voilà, qui font les choux machin de la presse. On n'est pas obligé, même quand on est hyper compétent, de se conduire comme faisaient nos patrons. On est en 2023, on n'est plus dans les années 60. Ok, voilà, c'est tout. Ouais. Mais C'est une c'est tout. question. Ouais, ouais, non, mais c'est une question de C'est une question politesse. d'éducation. Oui, C'est oui, une oui. question d'éducation. Moi, je sais pas, mes parents m'ont appris à dire bonjour monsieur, bonjour madame, Non, et mais à surtout, tenir la vous porte à parliez la dame, machin. l'intégrité physique, et c'est pour ça que c'est Eh ben, on fait difficile gaffe à... aussi, Oui, non, non, mais justement, non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est mélangé. C'est-à-dire que souvent, les vécus sont difficiles parce qu'il bien sûr. il y a justement peut-être verbalement des choses qui sont pas bien dites, et en plus, un mélange avec le non-respect de l'intégrité physique. Et c'est Bien vrai que sûr. Et surtout donc, quand on ne peut pas le débriefer, c'est des moments qui mais sont il faut, compliqués. il faut débriefer après la visite postnatale. C'est pour ça qu'à un moment, les sages-femmes essayent de monter ce qui s'appelle l'entretien postnatal précoce. Oui, oui, Ce qui est d'un coup, ce qui est une bonne idée. L'entretien prénatal était une bonne idée, mais l'entretien postnatal précoce, fait par une sage-femme en ville qui n'était pas à l'accouchement, qui n'a pas forcément travaillé dans la structure, oui, voilà, oui. ça peut être une bonne idée pour débriefer des trucs, mais encore une fois, quand les choses n'ont pas été, j'allais dire, optimales, il faut que ça soit débriefé. Et il n'y a rien de pire que la conduite d'évitement. Hmm, bien C'est sûr. tout, Ouais, bien sûr. mais notre boulot, il est là. Et justement, avant de parler un peu du postpartum justement de Ouais. l'après, je voulais bien qu'on revienne juste sur deux choses. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pourquoi la césarienne extra-péritonéale n'est pas pratiquée partout? Comment elle peut ou pas... Enfin, voilà, ce que vous en pensez. Comment ça se passe pour la récupération derrière? Et justement, nous réexpliquer en fait concrètement, physiquement, ce qui se passe au niveau de la Alors, césarienne, les couches coupées et comment on est recousu. les Voilà. couches coupées et comment on est recousu. Ouah, alors, Non, mais pourquoi parce que alors souvent, non, mais là, dans la césarienne, il y a plein de grandes étapes. La première étape, elle date de 1901, où un chirurgien autrichien qui s'appelle Pfannenstiel a inventé la cicatrice horizontale. Ok, on est en 1901, je répète. Sauf que les chirurgiens ailleurs, bon, c'est quand même un peu fâché avec nos amis d'outre-Rhin, donc on n'a pas trop, pas trop lu ce qui se passait, donc on faisait des cicatrices verticales. Et puis on s'est mis à faire des cicatrices horizontales, comme le Pfannenstiel, mais pour lesquelles c'était pas forcément simple et ça peut être douloureux. Et puis arrivent sur le marché deux personnes qui sont d'un côté Joel Cohen et de l'autre côté Michael Stark, qui sont chirurgiens initialement à Londres et puis après à Jérusalem dans un hôpital qui s'appelle Misgav Ladar et qui ont mis au point la technique de césarienne dite bio. C'est nul, mais on arrête de donner des coups de bistouri, on opère avec les doigts, puis finalement ça va beaucoup plus vite.
Deuxième énorme progrès, les progrès de l'analgésie post-opératoire. C'est-à-dire qu'avant, souvenez-vous, on disait, alors vous allez prendre votre Doliprane, puis on va intercaler avec l'aspirine, puis on va intercaler, alors que maintenant, on fait de l'analgésie multimodale, on met tout d'un coup, et on écrase la douleur d'un coup, et du coup, elle ne remonte pas. Puis on utilise de la morphine, on arrête de penser que les gens en post-opératoire vont être des drogués parce qu'on va leur mettre de la morphine. Non, non, mais c'est ça. Et ça, c'est Bernard Kouchner qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, qui m'a arrêté avec les succès d'années de la morphine qui ne marche pas. Nom de Dieu, remettez de la vraie morphine. Donc, au début, bah, c'était un petit peu douloureux. Puis le fait de faire des césariennes avec la technique de Stark fait que, plus l'analgésie multimodale, fait que la douleur post-opératoire et puis l'évaluation de la douleur. On passe notre temps à dire est-ce que vous avez plus ou Oui, moins mal. oui. Ok, mais plus ou moins mal, c'est non. Entre 0 et 10, vous vous mettez où? Ou de temps en temps, on fait comme les smileys à la sortie du magasin avec la De tranche d'un vert à côté, rouge. de verre à rouge. Exactement. Et les gens comprennent très bien et ça permet d'adapter. Puis on anticipe la douleur. N'attendez pas d'avoir Ouais, mal. Et exactement. puis, mettons de la morphine, mettons de l'acupan, mettons des trucs. Mais je veux dire, on ne va pas transformer les femmes en droguées, même si vous allez donner le sein. Vous avez 48 heures de morphine. Waouh, où est le problème? Le gosse, il ne va pas être toxico. Et puis, essayez d'avalez-vous une ampoule de morphine, ça ne fera rien parce qu'il n'y a pas de passage digestif. Enfin, en tout cas, pas de ce qu'on donne. Bon. Donc voilà, la césarienne extra-péritonéale, j'ai un patron qui a tenté de me les faire, c'était à Lariboisière. J'ai jamais trop vu l'intérêt, à part un intérêt médiatique en disant vous allez voir, vous allez avoir moins mal, parce que maintenant les femmes ont bien moins mal avec l'autre cicatrice. Ça nécessite, il y a une courbe d'apprentissage parce qu'on va passer à côté de la vessie, ça peut saigner un peu plus, etc. L'autre reproche que je fais à la césarienne extra-péritonéale, c'est de ne pas regarder les ovaires. Vous êtes extra-péritonéal, vous êtes donc sous et pas à l'intérieur du péritoine, et vous ne voyez pas les ovaires. Mm. On a régulièrement, dans toutes les maternités, la découverte d'un kyste ovarien ou de choses un peu moins rigolotes au niveau des ovaires. Ah, vous voulez dire au moment de la césarienne? Bien sûr. Oui. Dans la checklist dans la checklist d'une césarienne où on est intrapéritonéal, comme on fait tous, Oui. on voit les ovaires, on décrit les ovaires, on décrit les trompes, et Mm. pas très longtemps, au Diaconès, on a découvert une masse ovarienne un peu bizarre qui, ouf, n'est pas maligne, mais c'était quand même un truc bizarre et ça a nécessité l'arrivée d'un deuxième chirurgien. Voilà. Et D'accord. on ne l'aurait jamais vu. Alors, certes, c'est rare, mais voilà. Donc, est-ce C'est que ça hyper vaut... intéressant ce que vous dites parce que souvent c'est présenté comme le Graal, qu'il faudrait pouvoir le faire partout parce que Ouais, la rééducation est meilleure et c'est pour ça que j'étais heureuse de vous avoir aujourd'hui parce que c'est pour vraiment déconstruire aussi toutes ces mauvaises mais idées qu'on se fait. Mais du coup, quelle rééducation? La rééducation abdominale? Mais ça ne non, change non, rien. non, pardon, pas la rééducation, la récupération. Que la Non, récupérer. récupération serait meilleure parce que, en fait, justement, le péritoine n'aurait Voilà. pas été ouvert, etc. Et c'est pour ça que Mais je vous non, demandais comment on procède sur la bien scission sûr. césarienne Mais là, classique, et parce donc, qu'on a des adhérences, on peut bien, avoir. non, mais, Voilà. le fait d'aller faire une extra-péritonéale, vous avez, encore une fois, on passe à côté de la vessie, il y a une zone qui est très vascularisée et on n'est pas obligé d'aller jouer de ce côté-là. Pour Hmm. tout ce qui est incision cutanée, c'est la même. L'incision de la ponévrose qui est sous la peau, c'est la même. On écarte les muscles, c'est la même chose. Et puis effectivement, on va descendre dessous, sous le péritoine, sans l'ouvrir, etc. Si on utilise la technique de Misgavladar, il suffit d'aller regarder ils ont un petit film qu'a fait Michael Stark, qui est vraiment, c'est un homme exceptionnel, hein. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois dans ma vie. Hmm. Et la dernière fois, il y a quoi? Il y a 3-4 ans, et je lui ai serré la main fortement en disant que grâce à ses doigts, j'avais changé ma technique de césarienne. Mais au début, là aussi, c'est un apprentissage. Quand on est passé du Pfannenstiel tout court à la technique de Misgavladar, voilà, c'est un apprentissage. Maintenant, tous les internes savent la faire et savent la faire et savent opérer rapidement. Ouais. Si la césarienne extra-péritonéale était aussi bénéfique, mais on ferait ça dans toutes les maternités. Hmm. Voilà, je suis un petit peu couillon, mais voilà, l'autre technique va tout aussi bien. Et pour revenir à Miss Gavladar, ils ont un petit film où vous voyez la femme qui a eu sa césarienne le matin et qui, dans l'après-midi, met les deux mains par terre, pliées Ah en oui. deux. Hmm. Voilà, moi, j'y arrive pas à le faire et bon, je suis pas ouvert dans le temps. Mais vous voyez le truc, donc Oui, ça oui, oui. suffit. Voilà, que après on dise, regardez, je fais pousser la dame avec le winner flow, très bien, mais nous aussi on les fait pousser, moi aussi je fais baisser le Oui. champ
C'est Moi ça, aussi, c'était une question. je fais Ouais, les j'avais cette marionnettes. question-là. On fait tout ça. Quand tout va bien, que c'est une césarienne à froid, que c'est un code vert ou un code orange, où tout d'un coup le gosse braille comme un âne, à peine il est sorti. Mais on prend son temps. Mm. Euh, j'ai fait une fois couper le cordon au mari pendant la césarienne. J'ai mis une paire de gants, je lui ai filé un ciseau. Il voulait couper le cordon. C'était l'espèce de Graal de sa vie. Mais tant mieux, bah, vas-y, coupe le cordon. Et mais me lâche pas les ciseaux sur le nez dans le champ opératoire. Voilà. Oui, non, bien Mais, sûr. mais Non, voilà, non, mais mais c'est, c'était une on peut, question ici, c'était ça, c'était de pouvoir rendre la césarienne parfois un peu plus humaine quand mais, on peut. mais oui, Voilà. mais, Mm. mais c'est facile à faire. La césarienne est un geste qu'on maîtrise. Donc, vous voyez, dans une progression normale, un interne en premier semestre, au bout de 2 mois, doit à peu près se débrouiller pour commencer à savoir faire une césarienne. Mm. C'est tout. Moi, j'en ai aidé, ma vie est un peu différente parce que en 80, j'étais externe et j'ai pris un poste d'interne l'été. Donc, du coup, je me suis retrouvé. Le patron m'a dit, maintenant, c'est toi qui opères. Alors que 2 jours avant, j'étais externe et je faisais que de tenir les écarteurs. Bon, c'est pour ça que je suis là. Mais c'est extrêmement codifié comme intervention. Oui, C'est oui. Et toujours, d'ailleurs, c'est toujours la cicatrice, c'est toujours la même. On va toujours ouais. ouvrir la peau entre Mm. 1-2 centimètres au-dessus du pubis. On va ouvrir la peau, on va ensuite aller jusqu'à la ponévrose qu'on va ouvrir avec les doigts et pas forcément avec des ciseaux. Donc, du coup, c'est des tissus qui sont, non, qui sont pas coupés. Donc, du coup, on est dans les lignes de force. Ensuite, on va écarter les muscles, on ne va surtout pas les couper. Alors, il y a des gens qui coupent la partie interne des muscles, mais ça, j'ai toujours trouvé ça un peu sauvage. Donc, on va écarter les muscles. Ensuite, on va rentrer dans le péritoine. On va se retrouver sur l'utérus. L'utérus, on va donner un petit coup de bistouri, faire descendre la vessie. Et puis après, bah, on va ouvrir tranquillou là où on a l'habitude, derrière la vessie. Puis on ouvre l'utérus, puis on ouvre les membranes, on aspire le liquide. À ce moment-là, les gens entendent comme un bruit d'aspirateur. Bah, le but, c'est de ne pas mettre du liquide par terre parce que Mm. encore une fois, si on a envie de travailler longtemps au même endroit, ben, les femmes de ménage, il faut les respecter. Après, il y a le bébé qui sort. On le donne à la sage-femme qui est derrière nous. Elle fait le tour du champ. S'il va bien, elle pose le bébé sur la dame, tranquillement, en peau à peau. S'il y a besoin d'un petit coup de pouce, ben, on va lui mettre le coup de pouce sur la table de réa bébé qui est juste à côté. Et puis après, ben, le placenta arrive, on injecte un produit pour qu'il vienne. On vérifie qu'il soit intact, on met une petite main à l'intérieur pour vérifier qu'on n'oublie rien dedans, on recoue l'utérus, on recoue pas d'autres choses, et on recoue la ponévrose et la peau, et on s'en va, et c'est fini. Oui, c'est ça. Donc tout ça, ça dure pas 3 plombes. C'est pas Ça, que des incisions, en fait. C'est ça que vous voulez dire aussi. ben, voilà, l'incision, on incise la peau, la ponévrose, on écarte les muscles, on incise l'utérus. Donc dans l'ordre, on recoue l'utérus, on rapproche ou pas les muscles, ça c'est une question de religion. On ferme pas les péritoines, ça ne sert à rien. Ça cicatrise tout seul. Et moins on met de fil, et là aussi en termes de douleur, on s'est aperçu que moins on mettait de fil à des endroits pas indispensables, donc moins il y avait d'inflammation. Moins il y avait d'inflammation, donc du coup, s'il n'y a pas d'inflammation, eh ben, ça fait moins mal, etc. etc. On doit rentrer dans un cercle vertueux dans le post-opératoire. On a plein de médicaments pour faire en sorte que les gens n'aient pas mal. On a la morphine, on a l'acupan, on a les anti-inflammatoires, on a le paracétamol. Avec tout ça, on s'en sort. Mm. C'est facile. Voilà, après, sur la peau, ça dépend des religions. Il y en a qui mettent des agrafes, il y en a qui mettent des fils résorbables, il y en a qui mettent des points. Moi, je mets 7 points parce que c'est Blanche-Neige et les 7 points, parce que ça me fait rire depuis 30 ans. Voilà, c'est stupide, mais voilà, je ne mets pas de chirurgie intradermique parce que si Ouais. jamais il y a un petit hématome qui se forme en dessous, ben, il y a juste qu'à presser, et puis ça sort, on n'en parle plus. Mm. Voilà, on fait bien ce qu'on fait souvent. À un moment, on se trouve sa technique et on s'y cantonne. Puis du coup, après, Oui, mais on est en pilote automatique. d'autant plus que vous avez, justement, parce que je sais que vous devez partir après, je voulais juste qu'on parle 30 secondes de Ouais, mais l'après. ça va, je peux éventuellement pousser jusqu'au quart, mais après, ouais, D'accord, j'ai la pendule juste au-dessus, vous ne la voyez pas. d'accord. Ah, si, alors, oui, elle est sur le Comme, téléphone. Ça, j'ai comme pas au vu. bloc. Ouais. Non, la Euh, pendule, ouais, ouais. Alors, les hauts blocs, nous, on a les pendules toutes les pendules sont synchronisées avec la salle de naissance, tout est radiopiloté. Ah oui, Ce d'accord, c'est qui- intéressant ça. Et ça, c'est indispensable parce que quand tout d'un coup, vous dites
décision de césarienne 1h53. Et que Ah tout oui, d'un coup, vous arrivez au bloc, il est 1h45, vous dites, alors là, je suis parti en arrière dans le temps, il est plus tôt. Donc, du coup, voilà, donc ça coûte pas cher d'avoir des pendules radiopilotées. Et puis, c'est rigolo parce qu'à 2 heures du matin, vous avez les aiguilles qui tournent parce que ça se synchronise avec le satellite. Mais toutes les pendules doivent être à la même heure. bien Et sûr. c'est, Oui. voilà, ça, c'est important. Et Non, puis après, et, ça, c'est hyper intéressant. Ça nous permet de nous ouais, projeter aussi dans la manière dont vous travaillez. Je trouve que c'est important pour nous qui bien sommes sûr. passés au bloc. Non, je voulais revenir sur la technique dont vous parliez. Vous dites, voilà, on a Ouais, cette technique, etc. Mais c'est d'autant plus vrai et d'autant plus intéressant que vous avez ce rendez-vous de débrief. Donc, vous savez bien sûr. aussi, par rapport aux techniques que vous mettez en place, là où il y a des plus ou moins de douleurs, où il y a plus ou moins de bonnes ou moins, enfin, la Bien, cicatrisation est indépendante, mais vous avez quand même votre retour qui vous permet bien sûr. d'avoir un recul. Euh, et justement, je voulais un peu parler de l'après. Euh, Ouais, vous êtes justement un fervent défenseur de dire vaut mieux une césarienne qui se passe bien, donc un bloc, malgré les risques qu'il peut y avoir du passé au bloc, plutôt qu'une voie basse catastrophique. bah Euh, oui, c'est balance bénéfice-risque, hein, c'est toujours pareil. voilà. Mais pour autant, je trouve que de manière générale, donc on n'a pas toutes enfin on est très peu d'ailleurs, on devrait tout à Ouais, fait bien connaître, avoir ce rendez-vous de débrief après, vraiment comme ça, avec l'obstétricien ou l'obstétricienne, chirurgien. Et je trouve que c'est un peu le post-opératoire qui dit pas son nom. C'est-à-dire que ça reste quand même une opération et bien sûr. qui est complètement un peu passé à l'as. Il n'y a pas de rendez-vous vraiment, à part le fameux rendez-vous des 6 semaines gynéco. Il n'y a pas vraiment de suivi. Et aujourd'hui, dans le travail donc, de Wendy Woman, moi que je mène avec tous les Ouais, ouais. professionnels de santé, c'est d'écrire justement un livre blanc, tous ensemble, sur le vrai parcours de soins qu'on voudrait justement pour ce post-opératoire qui dit pas son nom. Bien sûr. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un peu, vous, dans l'idéal, qu'est-ce que vous aimeriez même voir mis en place, en plus de dire, ben, toutes les maternités devraient imposer ce rendez-vous Bah, pour que c'est les ça. femmes reviennent débriefer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en place, sachant que la dépression du postpartum, elle peut être favorisée, enfin majorée de 15% quand on a une césarienne, Bien sûr. que souvent elle apparaît plutôt au troisième mois, elle apparaît pas tout de Ouais. suite, tout de suite. Non, non, c'est ça. Je vous Voilà. ai parlé des 4 mois. C'est à ce moment-là où le cerveau part à l'envers. Mais là, à partir du moment où il y a un accouchement qui n'est pas l'accouchement tel qu'il était prévu. Et là, je mets non seulement les césariennes, mais je vais vous mettre les voies basses instrumentales, les hémorragies du postpartum, ou même Le périnée complet. un, ouais, non, mais même sans périnée complet, un accouchement où la patiente, le couple dit, mais j'ai pas tout compris. Ouais, 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 bien sûr. J'ai pas tout compris, quel qu'il soit. Donc, il y a une explication, encore une fois, à chaud juste en salle de naissance, puisqu'on garde les gens 2 heures en salle de naissance ou 2 heures en post-interventionnel. Il y a une reprise de tout ça avec la sage-femme qui va passer voir la patiente un certain nombre de fois dans le secteur mère-enfant. Mm. Ok, on va prendre en charge l'allaitement, on va reparler de l'accouchement. On a la chance d'avoir, dans beaucoup de maternités, d'avoir, c'est obligatoire, des psychologues qui peuvent passer. Ok, souvent, elles disent, ah bah tiens, je vais peut-être aller voir la dame qui a une césarienne ou qui a fait une hémorragie ou qui a une lésion périnéale ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a des patientes ou des patientes qu'on a déjà signalées en pré-accouchement, qu'on a Mm. trouvé un petit peu fragiles, donc elles ont déjà vu. Après, il y a la visite de sortie qui, là, est hyper importante. C'est le moment où on va remettre les ordonnances de sortie, on va remettre le compte-rendu d'accouchement, donc idéalement, on va donner le compte-rendu opératoire. Donc, cette visite de sortie, elle doit être faite par un professionnel de l'obstétrique qui ne s'en fout pas. Pour les accouchements normaux, la sage-femme est parfaitement au fait de ça. Pour les césariennes, on peut là aussi faire le laisser faire aux sages-femmes qui sont compétentes, mais on a pris l'option chez nous que les forceps et les césariennes, la visite de sortie est faite par un des obstétriciens. Mm. Ça permet de poser des questions chirurgicales ou autres auxquelles la sage-femme dit bah ouais, mais moi, c'est pas moi qui ai fait la césarienne, je suis pas chirurgien. Bah non, tu es sage-femme. Et même si nous, on est un peu des sages-femmes chirurgicales. Moi, j'aime bien ce mot-là aussi. Donc là, et puis on va valider le rendez-vous postnatal. Là, elle vous dire, ouais, mais j'ai déjà rendez-vous avec mon gynéco. Je m'en fous qu'elle ait déjà rendez-vous avec son gynéco. Elle vient d'avoir une césarienne, même si le gynéco, il est Une obstétricien qui va être... opération. Mm. Moi, je sais, ok, allez le voir, je suis content que vous allez le voir, mais on Mm. vous propose de vous revoir
de manière à, encore une fois, rediscuter. Et puis, si on a l'impression, avec cette consultation hospitalière, qu'il y a besoin soit d'un avis de la psychologue, ce qui arrive, soit de revoir la patiente 1 mois ou 2 mois après, on leur dit toujours que la porte est ouverte. En tant que chef de service, j'ai passé mes 30 dernières années au Diaconesse à voir des gens pour débriefer des accouchements qui, de temps en temps, avaient lieu 15 ans avant. C'est-à-dire que quelqu'un qui, quand je suis arrivé, j'étais chef de service en 94. Donc, je me suis retrouvé à voir des femmes qui n'avaient pas tout à fait compris ce qui s'était passé, soit dans les années 80, voire même avant. Et donc là, notre boulot est de remettre les choses dans le contexte de la science de l'époque. Ah, bien sûr. Bah, Ah vous oui. me dites, je suis mort de la tuberculose en 1920. Bah oui, c'est normal, il n'y avait pas les antibiotiques pour la tuberculose. Donc, j'y peux rien. Ouais, non, mais bien sûr. Voilà, mais tout ça, c'est important. Et il faut toujours laisser la porte ouverte à une rediscussion autour du dossier. Voilà, un livre blanc, c'est une bonne idée, mais vous avez compris que ce n'est pas que pour la césarienne. Ah C'est non, que non, non, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pas que césarienne, c'est… c'est l'histoire de l'entretien postnatal précoce qui, encore une fois, est une bonne mauvaise idée. C'est une idée triste parce que ça va être fait par des gens qui vont écouter, et là c'est très bien, ce pouvoir d'écoute, mais qui n'auront pas forcément le dossier, qui n'auront pas forcément tout et qui ne… Ça m'est arrivé pour des femmes qui tout d'un coup, à qui on avait fait une anesthésie générale, ou qui n'avaient pas compris le parcours entre la salle de naissance et le bloc opératoire, de remonter au 3e en disant bon, alors vous étiez dans quelle salle? Belle-Île, machin, ouais, j'étais là. Ok, Marie-Galante, très bien. Donc vous étiez là, donc après on vous a emmené en brancard, voilà le chemin que vous avez fait jusqu'au bloc. C'est hyper Et important là, ça. tout d'un coup, elles font ah bah ouais, 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 j'avais pas vu. Voilà la salle de réveil dans laquelle vous êtes resté 2 heures. Elles vous disent mais j'avais complètement oublié, je savais pas que c'était comme ça. Encore une fois, il est indispensable que le réencodage se fasse dans les locaux. Mais ça, en fait, mais je suis, attendez, mais moi je suis heureuse d'entendre ça parce que je trouve ça Ah, ben, formidable. Mais c'est pas dur l'idée à mettre en justement place. du livre blanc, en fait, c'est de pouvoir faire des recommandations, autant les Ouais, produits de santé que même les femmes elles-mêmes, de dire, bah voilà, moi c'est quelque chose dans mon parcours qui m'aurait été nécessaire. Typiquement, bah tout ce que oui, vous avez dit. En fait, l'idéal, en fait, l'idée c'est qu'après, il soit remis au pouvoir public et de dire, il est fait vraiment par les professionnels de santé, par les hôpitaux et par les femmes, mais même parfois par leurs conjoints qui ouais, disent, moi j'aurais aimé qu'on puisse mettre ça, telle et telle chose en place, mais avec des vraies recommandations de dire ce que vous venez d'écrire devrait être obligatoire, c'est-à-dire voilà. Mais que on devrait l'inscrire dans le marbre de dire bah, quand on a eu un accouchement avec une difficulté, comme vous disiez, qui soit très instrumentale ou en tout cas au moins opératoire, ouais, ouais. d'avoir ces rendez-vous qui sont obligatoires et dire à la maternité, elle doit proposer ces rendez-vous Oui, pour pouvoir suivre les femmes. voilà. Et après, si la patiente ne veut pas venir parce Oui, que ça la regarde. Après, voilà, ça c'est autre chose. Mais la façon de faire en dehors du livre blanc, c'est de faire une saisine de la Haute Autorité de Santé. On a fait ça avec le CIAN il y a plein d'années, où on a coupé court à l'expression abdominale. Et ah oui, donc, oui, oui. le CIAN, qui est le collectif interassociatif autour de la naissance de l'enfant, CIAN, ouais, c'est ça, j'ai oublié le doigt. Donc, bref, le CIAN a saisi le collège de gynéco dont je fais partie pour faire un groupe de travail géré avec une méthodologie qui est celle de la Haute Autorité de Santé. Donc, il y a une méthodologie, il y a réunion de travail, bibliographie, et c'est comme ça qu'on fait toutes les recommandations pour la pratique clinique. C'est toujours la même méthodologie. La bonne façon de faire pour essayer de faire bouger les lignes en disant voilà, il faut donner un rendez-vous, de dire que c'est obligatoire, non, qu'on a une Non, obligation non, de pardon, oui, proposer un enfin, rendez-vous. ouais, Ouais, ouais. ouais, non, Mm. tous les mots sont importants, mais je pense que la méthodologie, il faut saisir la haute autorité de santé, proposer les visites postnatales. Il est évident que dans les maternités publiques comme la mienne, on ne peut pas dire à tout le monde vous allez venir. Mm. On a réservé par consultation, donc vous avez 3 consultations 2 fois par jour, 5 jours par semaine. On a réservé 3 créneaux de visite postnatale en fin de consultation de manière à avoir du temps pour débriefer les choses. Et puis, on a tous des créneaux pour lesquels il n'y a pas besoin d'examiner les gens, pour lesquels il y a besoin juste de discuter dans un bureau. Et Mm. ça, c'est le boulot du chef de service, de l'adjoint chef de service, de recevoir les gens,
dans un entretien qui peut durer 1 heure en disant, voilà, on va redébriefer le dossier. Et c'est important, mais c'est un service plus, mais c'est un service qui est normal, il faut pas hésiter. Et En fait, là, j'ai c'est vrai que c'est travaillé plutôt pendant... ouais, c'est pour faire j'ai face au travaillé- grand vide, en fait. C'est-à-dire qu'à Ouais, partir du moment où on nous retire nos agrafes, quand il y a des agrafes, ou qu'on a cette ouais, visite, en fait, à domicile qui se fait entre 5 7 jours, là, ouais. après, on voit plus personne. Et c'est vrai que si l'hôpital nous a pas dit, bah voilà, il y a tous ces rendez-vous-là que vous pouvez demander, Bien sûr, faites-le, parce que l'hôpital, j'en sais rien, moi, c'est dans son process, etc. Enfin, bien voilà. sûr, mais c'est exactement ça. Mais en fait, c'est très rarement fait et c'est vrai qu'on a quand même été opéré et que on est face à un grand vide. Et c'est contre ça, en fait, un peu Bah, on aimerait proposer des choses pour pas que ce soit obligatoire pour les femmes, si elles n'ont pas envie de le faire, mais plutôt que les structures, en quelque part, voilà, c'est de le de l'offre de soins. C'est de l'offre de soins. ouais. On doit pouvoir offrir, mais c'est à nous de nous organiser. J'avoue qu'il y a une quinzaine d'années, quand les femmes avaient une césarienne et qu'elles étaient suivies en ville par un obstétricien, on disait, bon, vous allez voir votre obstétricien. Puis on s'est aperçu au fur et à mesure, puis ça a été une expérience où tout d'un coup, j'allais, au moment de la fête des mères, acheter à la parfumerie du coin un truc qui était juste à l'angle après l'hôpital. Et puis la dame me dit, ah bah voilà, elle me reconnaît. Et puis elle me dit, mais j'ai une césarienne. Il y a des choses que j'ai pas compris. Au lieu de rester un quart d'heure, je suis resté 2 heures dans l'arrière-boutique. 2 heures. J'ai passé 2 heures. Elle m'a même pas fait de réduc d'ailleurs sur le truc. Mais maintenant, c'est le magasin. Et puis après, je l'ai revu, je lui ai proposé de revenir parce que j'ai dit, vous êtes gentil, mais là, je suis juste avec mon cartable, j'ai pas votre dossier. Donc, on s'est revu une bonne heure dans mon bureau après pour rediscuter. Et je lui ai fait sa césarienne la fois d'après. Je ne dis pas que j'ai un combat pour que les gens comprennent la césarienne, puisque je me suis battu pour les droits des femmes à l'IVG et plein de choses. Mais il faut qu'on parle aux gens. C'est toujours pareil, c'est ce que vous m'entendez dire depuis le début. Parlez aux gens, nom de Dieu, c'est pas compliqué. Expliquez pourquoi vous avez fait une césarienne, vous avez fait un forceps, pourquoi vous avez fait une épisio. Quand j'ai pris la chefferie de service, l'épisio systématique, c'est casser la gueule parce que le patron d'avant, il exigeait, comme d'autres patrons parisiens, l'épisio systématique pour la primi, voire en cas d'extraction instrumentale. Quand j'étais interne, un jour, le dossier a volé au travers de la salle de staff. On était en 88 parce que j'avais fait un forceps sans épisio. Je me suis dit, demain, je fais une baraque à frites, je me casse, je vais faire autre chose. Je vais aller jouer de la guitare sur la plage, j'ai terminé fin de l'obstétrique pour moi. Maintenant, ça semble banal, mais toute ma génération, on s'est battu contre nos patrons, de même que la génération d'après, là je vois les jeunes qui arrivent, se battent avec de temps en temps un certain nombre de nos pratiques où on fait un peu vieux con. Moi, j'adore quand on me fait changer, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à changer. Tout est ça. Et donc, effectivement, il y a à nous de nous organiser dans l'offre de soins avec les moyens qu'on a. Et Oui, puis, tout à bah, fait. si on veut avoir plus de moyens, c'est pas dur, il n'y a qu'à payer les gens. C'est pas très compliqué. Ouais. Il y a du blé en France, mais il n'est pas forcément mis au bon endroit. Oui, puis après, c'est tout. Bon, après, on révolutionnera pas ça, mais c'est aussi l'idée Non. de cette consultation et de l'écriture de ce livre blanc. C'est aussi de Ouais. dire, est-ce qu'on pense vraiment qu'une femme qui cicatrise difficilement, par exemple, peut reprendre le travail à 2 mois et demi en étant debout ou en étant assise toute la journée? C'est Oui. complexe. Donc, il y a Mais, aussi mais, ce mais, sujet mais, de mais tout est, convalescence. bien sûr, mais tout à fait. C'est pour ça on a aucun souci à rallonger le congé postnatal de 4 semaines et la sécurité sociale n'a jamais râlé. Il ne faut surtout pas marquer congé pour allaitement maternel parce que là, ça ne marche pas. Parce qu'à un moment, il y avait ça, mais ça, c'était il y a une quarantaine d'années. Mm. Il suffit de marquer que les suites de couches sont pathologiques, ou moi, ce que j'écris régulièrement, c'est comme ça, le personne de la Sécu ne comprend pas, j'écris dysthymie majeure, ce qui veut dire trouble de l'humeur en grec. Et globalement, comme vous l'avez bien dit, déjà, on a 10% minimum de femmes qui ont une dépression postnatale. Je ne vous parle pas du baby blues où c'est Oui, 70% des oui, gens. la dépression, Il y ouais. a un Mm. minimum de 10% que lors d'un accouchement non physiologique, je reviens sur forceps ventouse, césarienne, etc., on est entre 15 et 20%. Donc, on se doit de le dépister. Et oui, le fait d'avoir une césarienne de rallongée, puis tout le monde ne va pas faire comme une ministre à l'époque qui s'est retrouvée sur ses talons hauts en sortant de sa césarienne qui était à la muette ou je ne sais pas où, pour Mm. montrer qu'elle était une warrior, etc. J'en vois, en particulier avec la technique de Miss Gavladar ou ailleurs peut-être avec l'extra-péritonéale,
vous les voyez le lendemain, elles cavalent comme des lapins dans les couloirs. Mais tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne vit Exactement. pas pareil, tout le Ça, monde c'est n'a pas Mm. la même plastique abdominale, tout le monde n'a pas le dos pareil, tout le monde, voilà. Et Mm. c'est du service sur mesure. Mais Mm. là où, effectivement, il faut qu'on insiste ensemble, c'est sur les 3 épisodes de débrief. Ouais. Le Ça, c'est débrief brûlant au bloc opératoire, enfin, au bloc opératoire, même moi, et pendant le bloc. Bon, le débrief brûlant post-opératoire immédiat, en sachant que le chirurgien normal, il va passer ou remettre là, une petite main sur le ventre de sa césarienne. Et puis, il y a ce que moi j'appelle la levée d'écrou. Quand vous quittez la salle de surveillance post-interventionnelle, il y a ou une sage-femme ou l'obstétricien qui va vérifier le globe et la cicatrice. Enfin, c'est un truc de base, c'est simple. Et puis, le débrief le lendemain, encore une fois, avec idéalement l'obstétricien ou un des obstétriciens qui est là, ou la sage-femme qui va parfaitement bien pouvoir raconter le pourquoi. La visite de sortie faite par un des chirurgiens ou dans d'autres endroits par les sages-femmes parce qu'il n'y a pas assez de gens pour le faire. Et là, effectivement, on revient sur le problème du personnel. La visite postnatale à 1 mois et demi, c'est la visite postnatale. Alors, on va de temps en temps, elle dit oui, mais c'est mon gynéco qui va me poser mon stérilet. Oui, mais c'est ma sage-femme qui fait ouais, très bien. Moi, je suis là pour débriefer votre accouchement, mais je vous fais votre visite postnatale en même temps. Et puis voilà. vous la verrez plus tard, oui. Enfin, Et autant en puis voilà. profiter. Et puis Oui, voilà. oui. Il y a pas le faux lac. Et puis encore une fois, si vous avez besoin de reparler de ce qui vous est arrivé, le bureau est ouvert. Venez dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il y en a, je parle de l'histoire de la parfume, c'est assez rigolo, mais il y en a une comme ça qui est venue râler 1 an après. Je me dis, mais pourquoi vous n'êtes pas venu 2 mois après? Bah, j'osais pas. Ouais, Arrêtez, oui. Et ça, c'est mon grand j'osais combat, pas, c'est que les femmes, elles soient j'osais pas, actrices. Ouais, tout à fait. j'osais pas, mais arrêtez de pas oser. Je veux dire, c'est pas. Mm. Vous venez d'accoucher dans une maternité où les gens sont relativement ouverts. Il y a un Mm. truc qui ne va pas. Bon, vous écrivez au directeur en disant votre hôpital, c'est un hôpital de merde. Je veux voir le directeur, je veux voir le chef. Parce que de temps en temps, il y a des courriers comme ça. Et Mm. puis, là aussi, bon, on va conclure là-dessus. Il y en a une qui accouche de son premier, qui m'envoie une lettre incendiaire dans le genre on est en dessous de tout, on est des mauvais, on voit très bien, parfait. Elle va accoucher ailleurs dans une maternité qui est gérée par la CGT, pas très loin de chez moi, qui détourne l'argent public. Et puis, le troisième, elle revient. Et elle voit sa lettre en première page. Elle dit, vous n'allez pas laisser. Ben, bien sûr que je vais la laisser devant. Je Ah oui, dis, dans le dossier. bien sûr, si vous avez goûté ailleurs et que vous apercevez qu'ailleurs, ça ne vous a pas plu non plus. Et là, vous revenez à l'endroit où vous m'avez traité de tortionnaire. Soit vous êtes une grande malade, mais je laisse devant, comme ça, on sait qui vous êtes. Donc après, on a beaucoup discuté et j'ai mis la lettre un peu plus loin dans le dossier. Mais au début, je dis, mais assumez, Ouais. vous avez traité mon équipe de tous les noms. Mais Mm. assumez de nous avoir En fait, engueulés. ce que moi je vois, c'est qu'il y a un gros manque de communication dans tous les sens. Mais Un ouais, manque de communication des fois des équipes, un manque de communication des femmes qui osent pas. Mais après, il faut le comprendre aussi. Mais moi, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. C'est justement de dire, allez avec votre checklist de mais questions. oui, Faites ça votre mission en fait d'aller bah c'est oui, votre c'est actrice de votre santé, de votre parcours. bah oui, Et justement, bah, pour conclure, déjà, vous remercie mille fois pour tout ça. Tous ces conseils, toutes ces explications, franchement, ça va aider tellement de femmes, mais merci mille fois. bah, c'est Merci facile. pour ce combat commun aussi pour ces 3 rendez-vous, je pense qu'ils sont vraiment essentiels. Je voulais juste aussi terminer pour vous demander, vous avez ouvert votre bureau pour que je vienne vous présenter notre lingerie. Je vous en Ouais. remercie encore. Je Euh, l'ai pas essayé. Je l'ai pas non, vous n'avez essayé pas pour moi. essayé, mais pour la recommander aux patientes, aux femmes. Ouais, Wendy Woman, c'est aussi évidemment, comme on l'a dit, beaucoup de prévention et d'information, aussi d'ouvrir des rencontres, aussi justement ouais. pour ensuite expliquer comment on peut aller retourner voir les pros de santé, redemander son dossier et aller vers vous. Bien Euh, sûr. je voulais bien que vous nous disiez juste un mot. En quoi, évidemment, il y a des associations de patientes, après, autour de la césarienne, c'est un peu plus complexe, mais en quoi vous Il y a deux pensez fois. que, tout le travail que peut faire Wounded Woman peut aider les femmes? Si, voilà, enfin, vous, qu'est-ce que vous en pensez à partir du moment où je suis venue vous voir et que je vous ai parlé un peu de tout ce qu'on faisait? Bah, vous faites comme n'importe quelle association de patients, vous voyez les témoignages et puis à un moment, vous allez voir des professionnels de santé, genre nous, en disant, c'est un petit peu comme, c'est les problèmes qui remontent de la base. Donc la base, c'est les femmes qui ont accouché. Donc la base remonte à son unité syndicale, vous, donc association de patients, et puis à vous d'être leur porte-parole
à nous d'accepter leurs paroles, à nous d'accepter d'être critiqués, parce que là, encore une fois, mais heureusement que j'accepte d'être critiqué, sinon il faut que je change de boulot. Et puis, voilà, de dire, mais allez voir, il y a des professionnels avec lesquels vous allez pouvoir discuter, et puis voilà, prenez rendez-vous avec... Mais tous les chefs de service de toutes les maternités, on reçoit tous des patientes qui ont accouché ailleurs pour faire le point sur tel ou tel truc. Voilà. Et comme on se connaît tous dans les maternités de région parisienne, quand de temps en temps j'entends des choses, je dis non, non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Oui, mais la sage-femme m'a mal parlé. On peut pas aimer tout le monde à toutes les heures du jour ou de la nuit. Quand on arrive, qu'on a démarré sa garde à 8 heures et qu'il est 7h45, on se dit que j'ai plus qu'un quart d'heure et que tout d'un coup on a l'hémorragie gravissime et qu'on se dit il faut que je sois super pro. On est super pro, mais on parle pas beaucoup. Oui, mais il y a les rendez-vous d'après pour rattraper Et ça. voilà, c'est encore une fois le débrief, bordel, le débrief. Non, C'est mais merci facile. beaucoup pour tout ça. Et c'est Je vrai que vous en prie. Wounded Women, moi, j'ai aussi à cœur de mettre l'innovation aussi au service des femmes parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra avancer et Oui, en oui. permettant aux femmes d'avoir des meilleures convalescences. Ça, je pense que c'est hyper important. On ne fera rien sans vous, de toute façon, donc encore Ouais. merci. Puis après, il faut qu'on discute de tous les process de cicatrisation un autre jour. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je serais très heureuse de vous Parce que recevoir. ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est important. Entre ce que on nous racontait quand on était bébé docteur en chirurgie et maintenant, 40 ans après, on a changé de truc. Il y a les ultrasons, les Oui. pierres qui chauffent, les trucs en... Je ne sais pas, en élastique, ça va, j'ai perdu le mot. Des gens qui, comme vous, pensaient à mettre des culottes qui remontent un peu plus haut et qui ne frottent pas sur la cicatrice et qui ne soient pas moches. Parce Mm. que de temps en temps, on leur disait, vous avez qu'à aller chez Tex chercher la culotte de mamie. J'ai dit ça, mais c'est pas cool. C'est pas... Ah, maintenant, vous direz Wounded Women. Non, mais voilà, c'est bien pour ça que c'est pour ça que je vous fais une pub dans l'autre sens. Mais à un moment, on a dit ça. Ouais. Voilà, mais essayons d'être un peu, voilà, de faire attention à vous. Bon, voilà. Donc, il faut que je vous laisse un peu parce que Oui, et alors, dites-nous quand même, est-ce qu'on vous réentendra sur les médias? Vous allez continuer d'écrire des chroniques? je ne Euh, sais pas, ça dépend. d'accord. Je Donc, sais pas, je sais pas. Je réponds aux demandes. Je réponds aux demandes. Là, je vais parler dans un pays frère qu'est l'Algérie. Je pars à Oran dans quelques semaines, mais pour discuter des anomalies d'insertion placentaire. Et qui dit anomalie d'insertion placentaire dit césarienne. Mais je leur ai déjà fait plein de topos là-bas parce que ils ont un taux de césarienne qui augmente. Donc ouais. voilà. Et d'ailleurs, à une prochaine occasion, je serais très heureuse aussi d'échanger avec vous sur le rapport PMA, enfin bébé Oh, PMA bah, et césarienne, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une corrélation. Et du coup, l'autre question, c'était si on veut vous ouais. écrire ou vous contacter, quel est le La meilleur nom? matière. La À matière? la matière, ouais, je suis non, non, sur mon mail pro, etc. C'est le plus facile. Sinon, je D'accord. suis sur tous les réseaux sociaux, mais évitez de m'inonder. Bien sûr. Ok. Merci mille fois. Éviter de m'inonder et éviter de m'injurier aussi, parce que je me suis fait, quand j'ai pris fait et cause pour la vaccination Covid des femmes enceintes, je me suis fait descendre sur Twitter quand tout d'un coup, il y a eu une campagne d'autocollants qui a été mise de façon totalement anonyme sur les maternités, avec marqué ici site de violence obstétricale. Ah, Donc, c'est pas ça. dans toutes les matières. J'ai quelles qu'elles soient, et y compris sur des pancartes de gynéco. J'ai pris ça en photo et j'ai mis sur Twitter que si les gens avaient des choses à me dire, ils viennent me le dire en face. Mais Oui, oui, je suis pareil, d'accord. La communication. Non, mais ça, je je me suis suis d'accord. fait injurier en disant ouais, le docteur, il veut pas qu'on lui parle. Mais putain, mais venez me dire les choses en face. Hmm. Non, mais vous Voilà. avez raison. Ok, Ah oui. bah, en tout cas, merci beaucoup. Je mettrai dans les ressources si jamais on veut vous écrire. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont accouché au diaconesse qui voudront aussi échanger avec vous, on ne sait pas. Je Donc, en sais tout pas. cas, merci. Je vous Merci en prie. pour votre franchise, votre bonne humeur et sur un grand plaisir. Merci beaucoup. Et bah, je vous dis à très vite. Ça marche. À bientôt. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de ce très riche, intéressant et si nécessaire épisode avec le docteur Thierry Harvey que je remercie une nouvelle fois. Alors si vous pensez que vous avez des femmes autour de vous, ou bien des couples, ou bien
qui ont vécu une césarienne, qui peut-être la vivent mal ou se posent des questions, ou bien des professionnels de santé, des thérapeutes qui auraient envie d'écouter, besoin d'écouter cet épisode, alors je compte sur vous pour le partager sur vos réseaux sociaux, autour de vous, par message, et bien sûr à laisser un message commentaire positif sur vos plateformes d'écoute et les étoiles, les fameuses 5 étoiles qui permettent au podcast de remonter aussi et de faire en sorte qu'il soit plus visible de toutes celles et ceux qui auraient besoin d'écouter nos témoignages et nos professionnels de santé ici. Alors merci par avance pour vos partages et votre soutien et je vous embrasse. Tu le sais peut-être, mais Wounded Women écrit un livre, le premier livre illustré sur la césarienne. Si tu veux participer à l'écriture de ce livre, comme le font déjà une petite centaine de femmes de la communauté de Wounded Women, alors n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Parce que je vais de nouveau refaire un appel aux différents témoignages qui viendront étoffer ce livre qui sera là pour soulager les femmes, les outiller en termes de conseils avec nos professionnels de santé, qu'elles se sentent moins seules et surtout qu'ils soient agréables à lire grâce à nos dessins qui vous représenteront. Alors si cela t'intéresse, si tu veux faire partie de cette aventure, écris-moi et inscris-toi à la newsletter.